c'est quoi cette propagande? C'est quoi la propagande? Aujourd'hui, nous allons parler de ce bordel ambiant, la situation géopolitique mondiale, européenne, russe et ukrainienne, mais également des élections présidentielles françaises et de toute la propagande qu'il y a dans ces événements qui embrouillent le peuple, qui nous embrouillent pour nous forcer à aller l'angoisse au ventre vers la sécurité qu'on nous offre. Alors comme d'habitude, introduction, une partie historique, philosophique et politique, puisque tout est politique dans la vie, et une conclusion. Donc nous commençons l'introduction. La propagande a toujours existé. Nous cherchons toujours à imposer, à vouloir imposer notre point de vue à l'autre. Convaincre son prochain du bienfait de ses idées, de sa vérité, puisqu'il n'y a pas une vérité, mais des vérités, est quelque chose d'aussi vieux que l'humanité. Par contre, ce qui a changé aujourd'hui dans ce monde moderne, c'est la rapidité de l'information, le côté instantané qui nous empêche d'avoir du recul. Et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement dangereux. Alors, je vais commencer par parler d'Elon Musk. Vous savez, gardez bien en tête qu'Elon Musk n'est pas un Américain, c'est pas un États-Unien, c'est un Sud-Africain. D'accord? Donc, il a plus une mentalité européenne que nord-américaine. Il veut racheter Twitter. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. Il veut racheter Twitter pour redonner la parole au peuple. Et à Donald Trump, éventuellement aussi. C'est intéressant parce que ce personnage est très... il est hors norme. Il n'est pas dans le moule. Et d'ailleurs, vous voyez la réaction des bobos de Twitter qui sont totalement affolés. Très intéressant. Alors, après, je vais vous parler... donc, pareil, vous voyez, la propagande, lui dit vouloir donner la liberté d'expression totale sur la plateforme, parce qu'il veut racheter Twitter, et les bobos de Twitter, vous voyez, quand je dis bobo, c'est aussi de la propagande, vous voyez, tout est propagande en réalité. Les bobos de Twitter vont bientôt dire que Elon Musk, juif, d'origine juive, hein, je ne sais pas s'il est pratiquant, est un nazi. Hein. Ça va pas tarder à arriver, parce que ça, c'est la propagande ultime, de traiter quelqu'un de nazi. Quoique ça change en ce moment en Ukraine. Hein. Comme quoi. Edward Snowden, un héros pour certains, réfugié en Russie, je le rappelle, dans cette dictature, avec le méchant Poutine, traite aux États-Unis. Alors c'est qui? Un héros ou un traître? Alors vous voyez, suivant le point de vue, l'angle d'attaque qu'on a, les choses sont très différentes. En tout cas, ce qui est factuel, c'est qu'il est réfugié en Russie. Pas en France, le pays des droits de l'homme, pas en Europe, mais en Russie. Intéressant, n'est-ce pas, également. Je vous mettrai un lien, parce que Edward Snowden a fait une petite vidéo. Maintenant, dans le monde de la propagande, nous avons, je pense, eu... alors, on pourrait parler de la Première Guerre mondiale de 14-18. Les Français ont fait une propagande anti-allemande, les Allemands coupaient les mains des bébés. Enfin bon, vous voyez, il y a toujours, on veut toujours bestialiser son adversaire. Mais par contre, il y a maintenant une véritable guerre de l'information et qui a débuté, je veux dire, à la Seconde Guerre mondiale, bien évidemment, mais je reviendrai après. Mais souvenez-vous de la fiole d'anthrax que ce pauvre Colin Powell a présentée à l'ONU. Maintenant, on sait que c'était totalement faux, c'était bidonné. Mais les gens oublient, on oublie que les rois de la propagande, ce sont les Américains, les États-Unis. Ensuite le Kosovo, la Libye, la Syrie et aujourd'hui l'Ukraine.
Pour revenir aux nazis, on parle souvent de la propagande hitlérienne, de la propagande nazie. Alors oui, elle était forte, elle était tout à fait organisée. Albert Speer en a pris une bonne partie sous sa responsabilité. Oui, il y avait une propagande, c'est factuel. Mais par contre, savez-vous que Hitler était admiratif de la machine de propagande américaine, c'est-à-dire de Hollywood. Il était en admiration vis-à-vis de ça et de cette puissance de frappe américaine. Hollywood, c'est une machine à faire croire des choses. Historiquement, on sait plus ou moins que les Juifs n'ont pas vraiment été mis en esclavage par les Égyptiens à l'époque antique, mais Hollywood a fait croire le contraire. Hollywood arrive à transformer l'histoire, à réécrire l'histoire. Et aujourd'hui, c'est Netflix qui prend un peu la suite en mettant des rois d'Angleterre, enfin des reines d'Angleterre noirs, des vikings africains, enfin je veux dire, c'est une réécriture de l'histoire. Alors bientôt, on va mettre, comment dire, des Zoulous blancs. Dans l'armée Zoulou, il y avait des blancs. Voilà, c'est aussi paradoxal que ça. Et il faut faire très attention parce que les jeunes générations qui vivent dans l'instant immédiat, qui n'en prennent pas peut-être suffisamment de recul, vont peut-être croire à cela. Donc c'est quelque chose de lequel il faut faire très attention. Donc il y a un livre qui s'appelle Hollywood, armes de propagande massive de Pierre Conessa, qui parle de ça. Hollywood, c'est une machine de propagande. Et Hollywood a tout de suite fonctionné avec l'armée à la Première Guerre mondiale. Ils se sont mis en accord, je veux dire, c'est une machine de propagande. Très élaborée qu'ont pas du tout les Européens et encore moins les Russes. Les Russes sont très mauvais en réalité en propagande. Très mauvais. Mais les Américains sont très forts. Parce qu'ils font de la propagande sentimentale. Par l'émotion. C'est quelque chose dont il faut se méfier. Il faut se méfier de l'émotion. J'en parlerai dans la partie philosophique. Alors la propagande a toujours existé, comme je disais au préalable, en préambule. L'homme, et pourquoi la propagande a toujours existé? C'est parce que nous sommes fondamentalement faibles et des menteurs. L'homme avec un grand H est un menteur. Nous mentons tout le temps, en réalité. En même temps, c'est nécessaire à la vie en société, parce qu'on ne peut pas dire la vérité forcément toujours, ça peut blesser, ça peut... Voilà. Mais ensuite par faiblesse. Et après, l'autre problème, c'est que souvent, on a tendance qu'à s'écouter soi-même. Écouter l'autre demande une attention et un effort. Alors que s'écouter soi-même, que vivre dans sa propre vérité, baigner dans sa petite vérité, ça ne demande pas d'effort, c'est relaxant, c'est facile, c'est simple. Ouais. Aller chercher, écouter son adversaire ou son opposant, essayer de se mettre à sa place, ça demande un effort. Et on ne le fait plus, on n'a plus le temps, puisqu'on est dans une époque d'instantané. Donc on n'a pas le temps, et ça c'est extrêmement grave. Et du coup, cela fait que le mensonge, la propagande devient un mensonge institutionnel. C'est-à-dire en fait, c'est la norme maintenant. La propagande est devenue une norme. Donc c'est-à-dire la malhonnêteté intellectuelle est devenue une norme. Il faut être malhonnête. Quand quelqu'un devient honnête, et là je fais une parenthèse avec Zemmour et les élections qu'il y a eu en France, j'en parlerai après, mais là je fais une petite parenthèse. Zemmour était quelqu'un de trop honnête. Et de ce fait, il a fait peur aux gens. Parce que les gens n'ont plus l'habitude d'avoir en face d'eux l'honnêteté. Quelqu'un qui ne change pas d'avis. Quelqu'un qui ne va pas essayer de vous faire plaisir. Comme ce mielleux Macron. Vous savez, c'était... D'ailleurs, il y a eu une chose intéressante au Cercle Aristote. D'ailleurs, je vous conseille de vous y abonner et de regarder les vidéos de Pierre-Yves qui fait un travail éducatif très important. Je crois que c'était la présidence coulante ou molle ou fluide, enfin quelque chose comme ça. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand vous avez en face de vous quelqu'un qui est honnête et qui vous dit non, qui vous contredit, qui ne va pas dans le sens dans lequel vous voulez aller, ça fait peur.
Et c'est ce qui s'est passé avec Zemmour. Parce qu'il est parti très haut, c'est-à-dire en fait il avait un potentiel très fort, mais le fait d'être honnête l'a desservi. Vous voyez le paradoxe dans lequel on est? Alors que quelqu'un qui s'adapte à son audience, qui va être mielleux, qui va un peu aller dans votre sens, mais pour vous entuber après, hein, soyez-en certains, lui est mieux perçu et mieux aimé. Ouais. C'est un grave problème. Donc, la vérité, par moment, va devenir de la contre-propagande. Si vous dites une vérité, mais qu'elle n'est pas institutionnalisée, elle n'est pas acceptée par l'ensemble, et notamment par la force de propagande officielle, c'est-à-dire les médias, ça devient de la contre-propagande. Enfin, officiellement, ça devient de l'intox, quoi. On va vous décrier, on va vous dénoncer comme menteur nazi. Alors avec Zemmour, c'est un peu plus compliqué, parce que comme il est de confession juive et berbère, d'ethnie, c'était un peu plus compliqué. Mais si Zemmour était blond aux yeux bleus d'origine allemande, alors là, ça aurait été immédiat, instantané. Alors un autre exemple de propagande ou de contre-propagande, suivant le côté où on se met, enfin en tout cas de malhonnêteté, et ça, c'est ce qui est triste, c'est qu'en fait, même quelqu'un qui va délibérément mentir et qui sait qu'il ment, ne reconnaîtra jamais cela. Vous voyez, on est dans une guerre totale de l'information. Je vais vous donner l'exemple de George Floyd. Maintenant, avec le recul, on sait qu'en réalité, ce monsieur était drogué. D'accord ? L'autopsie l'a révélé, et en fait, il n'est pas mort du fait que le policier a appliqué ce qu'on lui a appris de faire, parce que le mettre le genou sur la tête, etc., c'est appris dans toutes les polices du monde. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, hein, mais c'est quand vous avez en face les gens qui n'ont jamais dû traiter une personne de 100 kilos sous emprise de la drogue ou de l'alcool pour le maîtriser, c'est extrêmement compliqué. En fait, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas d'armes pour endormir. Vous savez, quand vous avez un tigre et que vous voulez lui mettre un collier émetteur, on l'endort. Je ne comprends pas pourquoi. Bon, il doit sans doute avoir des raisons, mais il faudrait endormir ces individus avec un tir de sédatif, enfin voilà. Mais enfin, en tout cas, c'est extrêmement compliqué, et en fait, aujourd'hui, on sait qu'il n'est pas mort par ce policier. La mort a été entraînée à cause d'une overdose. Mais vous avez vu la réaction, toute la propagande qu'il y a eu après ça, tout ce processus émotionnel, toute cette folie, ça c'est de la propagande. C'est-à-dire qu'à tout moment, il y a des gens, des forces qui attendent ou qui même peut-être enclenchent des phénomènes, des inflexions pour rentrer en jeu et dérouler leur narratif, leur propagande et ainsi de suite. Et personne ne prend le recul. Aujourd'hui, maintenant qu'on a l'information, que ça s'est calmé, etc., on pourrait en revenir, en débattre. Non, on passe à autre chose. Dès qu'une information est discrétisée, elle est démentie, on ne va pas s'excuser, on ne va pas en parler. Non, on passe à la prochaine invention et ainsi de suite. Parce qu'on est dans l'instantanéité, on est dans le moment présent. Il ne faut plus avoir de recul, il ne faut pas réfléchir. Il faut aller toujours plus vite, plus vite, plus vite. Et ça fait aussi partie de la propagande, d'accord ? Alors, j'ai parlé un peu des élections en France, mais j'en touche un mot encore. Maintenant que vous avez donc le Front National face à Macron, tous ceux qui étaient anti-Macron, de gauche, en tout cas leurs élites, font un blocage idéologique, dogmatique contre Le Pen, en disant que c'est le Front National, alors que ça a changé, alors que Marine Le Pen a fait tout un travail d'évacuation des plus extrémistes, qui sont en partie allés chez Zemmour d'ailleurs. Mais non, c'est pas grave. C'est toujours le Front National. D'accord ? Dans cette propagande-là. Vous voyez ? C'est le mal. Alors que Asselineau a fait une très bonne étude, je vous mettrai la vidéo, il y a plus de 70% de points communs entre le programme de Mélenchon et le programme de Marine Le Pen, qui est devenu de gauche quasiment. Et je l'ai déjà dit, mais même dans le programme de Zemmour, il y avait des ressemblances. J'ai fait 2 vidéos sur le sujet. Et au lieu de se rassembler sur ces points communs et de gérer les différences, les clivages, c'est instantané, dogmatique. Donc de fait, les antimondialistes de gauche
vont voter pour le mondialiste Macron. Mais ça, c'est de la propagande. Je veux dire, c'est de la folie. On touche la folie à ce moment. Vous voyez où va la manipulation? C'est presque triste. Bon, alors, je reviendrai sur les élections françaises plus tard en conclusion. Maintenant, dans ma trame, j'arrive à la fin de l'introduction, je vais me baser sur la guerre en Ukraine parce que c'est, je veux dire, d'un point de vue intellectuel, alors une fois de plus, bien évidemment, la guerre fait des victimes civiles, c'est regrettable, mais je ne parle pas de ça, je ne vais pas parler de cet aspect, je vais parler de l'aspect de propagande, des deux côtés, des deux côtés, mais qui n'a jamais atteint un tel niveau d'hystérie. C'est avec les élections françaises peut-être aussi. mais c'est quelque chose d'assez incroyable. On vit quelque chose de totalement fou. Donc je vais utiliser cette trame pour dérouler mon débat, enfin mon monologue. Et essayer de vous expliquer ce que je ressens et ce que je comprends pour pouvoir vous aider à prendre du recul. Alors, on parle de l'Ukraine. On parle des méchants russes, mais on oublie tout de même assez vite que l'OTAN, les États-Unis, ont déclenché un nombre de guerres sans autorisation, enfin illégales et ainsi de suite, assez affolant. Je veux dire, on oublie en ce moment, il y a deux guerres dont on ne parle plus, d'accord? Il y en a une qui est en Europe, c'est le Haut-Karabakh, donc c'est avec l'Arménie, une guerre quasiment de religion qui devrait un peu nous interpeller. Passé sous silence, on n'en entend plus parler. La deuxième, c'est la guerre du Yémen, où l'Europe, l'OTAN vend des armes, la France vend des armes à l'Arabie Saoudite. Je ne rentre pas, une fois de plus, dans qui est bon, qui est mauvais, parce que je ne connais pas bien ces conflits, encore moins celui-là. Bon, l'Arménie, c'est plus clair, mais le Yémen, bon, je n'ai pas tous les détails. Mais en tout cas, il y a plus de 300 000 morts à ce jour. Et on n'en parle plus. Je crois que c'est le secrétaire général du WHO, qui est un yéménite, je crois, il est du Yémen, il me semble, qui a ouvert un peu sa gueule sur ce sujet. Enfin, moi, je serais africain, je serais scandalisé. Je serais scandalisé du fait que l'Ukraine monopolise tout, les pauvres petits Ukrainiens, ces bons blonds aux yeux bleus, blancs, là, il faut tout de suite, c'est scandaleux. Et les pauvres yéménites, rien à foutre. Ouais, alors, et c'est les gens antiracistes, hein, c'est les mondialistes, hein, c'est même là, c'est ces mêmes gens qui se sont mis à genoux pour George Floyd, mais ils en ont rien à foutre. Vous comprenez que c'est du cinéma. En fait, ils s'en foutent de la population noire américaine. Ils peuvent crever. Vous voyez la propagande jusqu'où elle va? Donc les guerres du tiers-monde, on s'en fout. Tout ce qui compte maintenant, c'est de la guerre économique et énergétique qui a lieu en Ukraine, parce que c'est une guerre de l'énergie, soyez-en sûrs. Et là, on va nous manipuler, on va faire que les Russes sont tous des méchants. J'ai écouté encore il n'y a pas très longtemps, je vous mettrai aussi un très bon débat fait par Gérard Linfo, sur le sujet avec un opposant, j'ai oublié son nom, mais qui vit en Pologne, un nationaliste français, en fait un débat entre nationalistes, patriotes français, avec Youssef Indy d'ailleurs. C'était très intéressant parce que, vous voyez, la propagande est tellement forte que même les points communs disparaissent pour ne laisser place qu'aux différences. Mais il faut se concentrer sur nos points communs. Hein, et arrêter de voir que les différences, parce que les différences divisent. Ce qu'on veut, c'est nous diviser, vous comprenez? On veut diviser la France, on veut diviser les forces anti-mondialistes occidentales, d'accord? En créant ce phénomène anti-russe qui est, on verra dans la partie historique, qui date depuis longtemps. Donc les guerres du tiers-monde, on s'en fout. Et maintenant, je vais rentrer dans une sorte de petite liste des propagandes qu'on a eues. Alors, il y a ce vol de la Malaysia Airlines, vous vous souvenez, de l'avion qui a été abattu par un missile. On ne sait toujours pas qui a fait ça, mais c'est quand même incroyable. Je veux dire, c'est assez affolant, quoi. Je veux dire, on n'a toujours pas la vérité. Vous vous rendez compte à quel point c'est compliqué d'obtenir une vérité, un consensus factuel, je veux dire, quelque chose qui n'est hors émotion, hein.
Alors, dans la guerre de l'Ukraine, le premier mensonge, vous vous souvenez, enfin, un mensonge. A priori, je ne suis pas sur place, je n'ai pas des dossiers top secrets, mais enfin, le consensus un petit peu accepté aujourd'hui des deux bords, hein, c'est l'île aux serpents. Vous vous souvenez de l'île aux serpents? Moi, j'avais vu circuler des vidéos nationalistes où on disait oh, les Ukrainiens se sont battus jusqu'à la mort pour défendre leur pays, etc. Ouais, tous les patriotes français avaient la larme aux yeux, etc. Quel courage! Les Russes ont massacré tout le monde, et d'ailleurs, c'est le bateau qui a été coulé, enfin, qui a coulé, hein, qui avait fait ce coup-là. Et il s'avère qu'en fait, les Russes ont tué personne, et que tous les prisonniers ont été évacués de l'île, qui s'est rendue. Voilà, ça c'est un des premiers mensonges. Mais celui-là, dans la propagande anti-russe, on l'a oublié. On est passé au suivant. Dès que quelque chose devient révélé, dès que la vérité se révèle, on passe au suivant, au suivant. Et dans l'instant, dans la vie de l'instant, sans prendre de recul. D'accord? Donc, Kramatorsk, c'est un des derniers. Voilà, c'est un missile que les Russes, a priori, n'utilisent plus. Mais c'est pas grave, c'est quand même les Russes. Donc, au bout d'un moment, je veux dire, je veux bien qu'il y ait aussi de la contre-propagande russe. Hein, c'est évident, mais enfin, serait-il possible que les Russes aillent eux-mêmes prendre un vieux missile d'un stock périmé, l'envoyer sur des populations pro-russes, enfin plus ou moins pro-russes, pour faire croire que c'est un coup des Ukrainiens? Bon, je ne crois pas que les Russes soient aussi manipulateurs. Hein. Hollywood, c'est pas en Russie, c'est aux États-Unis. N'oubliez pas ça. Les experts de la propagande, ce sont les Américains. Et les Anglais, bien sûr. Mais de toute façon, les Américains, ce sont des Anglais, c'est la même chose. Bon, voilà, dans Kramatorsk, il y a eu un fake, une fausse nouvelle, une intox faite du côté russe, hein, parce qu'ils ont, en fait, je crois qu'il y avait un journaliste italien, et puis ils ont mis BBC dessus, etc., avec vous savez, les numéros de série des missiles, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un faux russe. Enfin, pas forcément officiel, mais fait par des pro-russes. Ouais, donc il y en a dans tous les côtés. Et donc ça, c'est Slobodan Desktop en a bien parlé. Je vous mettrai la vidéo aussi. Voilà. Donc, pour conclure son introduction, je pense qu'il faut quand même avoir une vision un peu plus géopolitique. En réalité, cette propagande anti-russe va au-delà de la Russie. Elle va en Chine. En fait, si vous voulez, la Russie sert un peu de paravent à la Chine, de paratonnerre en ce moment contre la Chine. Parce que l'ennemi de l'OTAN, de l'Occident, du mondialisme, et c'est assez étrange, c'est la Chine. Et pourtant, il y a des liens communs sur la manipulation des foules, sur le contrôle social, mais il y a quand même une différence civilisationnelle. J'en parlerai après. Donc maintenant, nous allons rentrer dans la... Donc ça, gardez ça en tête, parce qu'en réalité, les Russes sont considérés quasiment comme un pays asiatique. Gardez ça en tête, c'est important. Maintenant, nous allons attaquer la partie historique qui va être relativement courte, parce que la partie historique, si vous voulez, de cette propagande anti-russe, les gens ont encore en Occident l'image de la Russie, vous savez, des bolcheviks qui tuent des enfants, le couteau entre les dents, cette armée de conscrits alcoolisés, violeurs, qui fut exact. Hein, le nombre de viols qu'il y a eu à Berlin, vous savez, c'est pas un mythe, hein, c'est pas une propagande, hein, ça a existé, c'est une vengeance. Les Russes sont revanchards. Donc ça, c'est clair. Les nazis les ont maltraités au plus haut niveau, d'accord, et ils se sont vengés, d'accord. Mais les Américains et les Anglais n'ont pas fait autre chose non plus, hein. Et les Anglais se sont même vengés des Français en bombardant le Havre, en détruisant des villes complètes françaises, hein. Et le bombardement aux bombes au phosphore, peut-être pas au phosphore, mais enfin des villes allemandes détruites à quasiment 70%, 80%, hein, avec des milliers de morts civils. Bon. Alors d'un point de vue historique, si vous voulez, la propagande, celle que il y en a d'autres, hein, bon, je choisis, ça vous voyez, tout est propagande, parce que même mon discours, en réalité, est une propagande, il est biaisé forcément, puisque je veux vous attirer sur un point particulier. Mais l'intelligence, si vous voulez, c'est de m'écouter et puis de prendre un recul.
faire vos propres analyses, aller faire de la documentation, etc. Et c'est de savoir écouter un peu tout le monde dans un état non émotionnel pour pouvoir faire une bonne analyse. Donc pour moi, le premier grand inventeur de la propagande, c'est Paul. Paul, vous savez, c'est ce disciple de Jésus qui est un pharisien, donc un anti-chrétien. Je rappelle que Jésus est juif et que le christianisme, enfin cette secte juive, était une secte juive, pas du tout mondialiste à l'époque. Et la personne qui crée cette idée de la mondialisation, cette propagande-là, cette première grande propagande, c'est Paul. C'est Paul qui ouvre cette idée de paradis, parce qu'il faut bien comprendre que même pour les juifs anciens, il n'y avait pas forcément de paradis éternel. Vous voyez ? C'est un peu comme les bouddhistes, on ne sait pas, y a-t-il une vie après la mort? Bouddha il dit, écoute, on ne sait pas, te prends pas trop à la tête avec ça, essaie juste maintenant de bien vivre, dans le respect de ton corps, de la nature, etc., dans un sens moral. Les Juifs, c'était un peu ça. Ils vivent avec beaucoup de règles, et ainsi de suite, mais l'idée du paradis éternel n'était pas quelque chose de défini à cette époque-là. Ça, c'est Paul qui l'invente. D'accord ? C'est pas une belle propagande, ça ? Venez avec moi et vous aurez le paradis éternel. Et Paul s'adresse aux gentils, aux non-juifs, et leur dit, mais c'est pas à peine de suivre les règles des Juifs, non, la circoncision, tout ça, c'est trop compliqué. Vous avez une seule chose à faire, c'est de me croire, les yeux fermés, que Jésus est venu sur terre, c'est le Fils de Dieu, et il a été ressuscité pour vous sauver, pour que vous puissiez aller au paradis. Mais ça, c'est le top de la propagande. Hein, c'est le top, même si vous êtes croyant, quand même, prenez du recul, c'est le top de la propagande. Même le plus grand des croyants, il n'a aucune certitude que le paradis existe, il faut être quand même factuel. Alors Paul, c'est le roi de la propagande. Et certains disent, alors ça c'est plutôt les antisémites, hein, on va dire les nazis, ça a été partie de la mythologie nazie, etc. Mais ça a du sens quand même, il y a quelque chose de pertinent. L'empire du moment, c'était Rome. D'accord, c'était quand même un empire à cette époque-là, toujours très costaud, très puissant, très fort. Mais il a été détruit de l'intérieur par Paul. Cette religion pacifiste qui dit aux pauvres, ne travaillez plus pour vos maîtres. Rome, c'était quand même un système un peu castique. Donc, ne travaillez plus pour vos maîtres, n'obéissez plus à vos maîtres. Venez avec moi, vous serez sauvés par Jésus-Christ. Parce que nous sommes tous en un en Jésus. Nous sommes tous identiques. Nous sommes tous pareils. Donc, croyez ma propagande, les yeux fermés. Jésus, le Fils de Dieu, est mort et il a été ressuscité. Et vous irez tous au paradis si vous me croyez, si vous me suivez. Et ça n'allait plus dans l'armée, ne fait plus la guerre. Ça. Bon, d'une certaine façon, ça a précipité la fin de l'Empire romain. Vous savez, un empire, qu'il soit russe ou romain, est forcément violent. D'accord ? Je veux dire, la violence est quelque chose qui fait partie de l'humanité. Et cette religion anti-violente de Jésus est quand même quelque chose d'assez étrange. Hein ? Voilà, bon. Donc pour moi, c'est la première grosse propagande, c'est Paul. Alors maintenant, je passe de Paul et je vais directement sauter à la Russie parce que c'est ma trame dans mon sujet. La propagande, il y en a tellement, il faut faire des choix. La propagande anti-russe, elle est en réalité extrêmement ancienne, d'accord ? Et je le redis, en réalité, les Russes, c'est le paratonnerre à l'Asie, d'accord ? Parce que qu'est-ce qui fait peur à l'Occident ? C'est l'homme jaune. Hein ? J'en parlerai après. Alors, la propagande anti-russe, elle a commencé dès, on va dire, l'Empire romain, puisque comme il y a eu ce schisme religieux, le christianisme a tellement bien pris, mais il n'a pas pris pareil partout. En Orient, donc, on va dire l'église qui n'est pas encore existante, mais enfin l'église orthodoxe, hein, à Constantinople, est plus orientale, d'accord ? Donc le christianisme, c'est un peu différencié du christianisme romain. Et ça a été le début, si vous voulez, le début de la séparation des deux églises, qui a commencé à la fin de l'Empire romain, d'accord ? Puisque
l'Empire romain s'effondre, il y a les barbares qui viennent parce que pour eux, devenir romain, c'était quand même ultra chic. Ils prennent la main là-dessus, mais ça se désagrège, l'Europe, les divisions, Clovis plus tard, et ainsi de suite. L'histoire, vous la connaissez. Mais en Orient, l'Empire romain subsiste dans sa tradition. Même si le christianisme s'est également répandu, il n'a pas détruit l'Empire romain d'Orient. Vous voyez, il s'est adapté. Le fait qu'il soit plus oriental a transformé un peu le christianisme qui a été sans doute un peu influencé par peut-être l'Inde, le bouddhisme, vous voyez, l'hindouisme, etc. D'accord ? Il est devenu un peu plus mystique et moins anti-militaire, anti-violence, on peut dire. Je simplifie un peu, mais vous voyez, disons que le christianisme romain, occidental, a été extrémiste. C'était une secte assez violente. Hein, ils ont brûlé des livres, tout le savoir grec n'a pas été mis au pilori, ça c'est un mythe, c'est aussi une propagande, mais tout de même il a été limité, les femmes n'ont plus eu droit à la science, vous voyez. Alors, tandis qu'en Orient ça a été très différent. D'abord, l'Empire romain a subsisté, a survécu, donc le côté traditionnel de l'Empire, du système un peu de caste, a perduré. Ça a été moins violent, moins révolutionnaire. Ensuite, il y a eu vraiment la séparation des églises d'Orient et d'Occident, donc ça c'est en 1054. Les orthodoxes se sont revendiqués comme étant la vraie foi. Hein. Encore, ça c'est aussi la propagande, parce qu'on a toujours la vérité pour soi, hein, bien sûr. Mais c'est important, puisque j'en parlerai après dans la philosophie, la religion orthodoxe est beaucoup plus mystique, on va dire. Ensuite, il y a eu quand même après le sac de Constantinople en 1204, par de bons chrétiens occidentaux, donc ça c'est les croisades, hein, je crois que c'est la 4e croisade. Les types, au lieu d'aller à Jérusalem, ils ont fait un petit stop à Constantinople et ils ont détruit la ville. Donc chrétiens contre chrétiens. Hein. Et ça, c'est pas non plus innocent, c'est pas non plus... il y a eu une forte propagande anti-Église d'Orient, je veux dire. Hein. Et ça a été aussi un impact fort. Donc les Russes, pour les Russes, c'est toujours quelque chose d'actuel. C'est pas quelque chose qui a été oublié. Donc, vous voyez, toute cette prolongation qui fait que tout de même, il y a d'un point de vue historique, il y a une très longue trame anti-orientale, anti-russe, anti-orthodoxe russe, qui est pavée de faits historiques lourds. Hein. Voilà, bon, je arrête la partie historique. Bon, après, on pourrait parler de la guerre de Crimée, la première guerre de Crimée, et ainsi de suite. Mais l'Occident, et notamment les Anglais, hein, toujours pareil, ont toujours eu une dent contre les Russes, parce que les Russes, c'est l'Asie, et que comme l'Occident ne peut pas atteindre l'Asie, parce que l'Asie, il faut bien comprendre que l'Asie, ça a toujours représenté dans l'esprit occidental la richesse, l'or, hein, Marco Polo, etc., la route des épices, et ainsi de suite. Et comme les Russes ont un accès direct à l'Asie, ça énerve les Occidentaux, d'accord ? Ils n'aiment pas ça. Il ne faut pas que la Russie devienne trop forte avec l'Asie. Et pourtant, c'est ce qu'elle est en train de devenir aujourd'hui. Mais bon, ça, c'est un autre paradoxe dans les paradoxes. Bon, voilà, je termine cette partie historique et je rentre dans la partie philosophique. Alors, en réalité, je vais simplifier un peu les choses, bien évidemment, mais nous sommes dans un conflit philosophique extrêmement fort. Pour moi, hein, ça c'est ma propagande, c'est que je pense que nous vivons en ce moment un conflit entre mondialistes et société traditionnelle, traditionnalisme. Entre la déconstruction et la construction. Alors, je rappelle que la déconstruction, c'est une école de philosophique, de pensée française, notamment européenne, qui est repartie aux États-Unis, et maintenant qui revient des États-Unis, avec cette déconstruction de tous les milieux universitaires, avec cet esprit wokisme, LGBT, non, je ne suis pas un homme, mais une femme, même si j'ai une barbe. Enfin, voilà. C'est un déni de la réalité biologique et physique et culturelle. On peut tout déconstruire. Jusqu'à détruire la société. D'accord ? Alors, par rapport à ça, il y a quelque chose de très important à comprendre. Je vous parlais dans l'introduction de cette volonté de ne
plus avoir le temps de réfléchir, de prendre du recul et de vivre dans l'instant, hein, sous le coup de l'émotion. Là, je vais me référer encore à l'excellent travail d'Arnold Gehlen, L'homme avec un grand H. C'est que nous redevenons des animaux. Qu'est-ce qui distingue fondamentalement l'homme des animaux? C'est que les animaux vivent sous la contrainte de leurs émotions. Ils n'ont pas cette capacité de se délester de ses émotions. Un animal vit en permanence sous la pression de ses émotions. Il n'a que ça. Il ne peut pas prendre à un moment donné du recul, voir sa pâtée avec du recul en disant aujourd'hui je ne vais pas manger, je vais jeûner pour réfléchir au sens de la vie. Bon, je caricature, mais voilà. Il vit sous le coup de l'émotion, dans la joie ou la tristesse, dans l'agressivité ou le calme. Il est tout le temps sous le coup de l'émotion. Eh bien, c'est ce qu'on est en train de redevenir. Avec cette propagande à la minute, à la seconde, ces réseaux sociaux, etc., vous êtes en permanence sous le coup de l'émotion et vous n'avez plus la possibilité de prendre du recul pour vous interroger, analyser et traiter l'information. D'accord? Et c'est pour ça que moi, j'avais fait une vidéo sur Zemmour et son idée de grand remplacement. Moi, j'ai dit non, il n'y a pas un grand remplacement, parce que remplacer, c'est prendre une personne ici et de la mettre là-bas, et de faire un échange. Hein. Non, c'est un grand remplissement, puisque la déconstruction de la société occidentale a créé un vide physique, parce que les Européens font moins d'enfants, mais également un vide intellectuel. Et le vide, la nature n'aime pas ça, donc on le remplit. Un vide, il doit toujours être rempli. Donc on le remplit physiquement, biologiquement par des immigrés, et on remplit intellectuellement par de l'émotion instantanée. D'accord? Donc on redevient des animaux, le QI baisse parce qu'on nous amène de l'immigration qui n'a pas forcément le bagage intellectuel qui serait nécessaire à l'Europe, et en même temps on s'auto-détruit intellectuellement avec ce côté de l'information instantanée qu'on ne doit plus digérer, qu'on doit juste avaler. Alors là je vous mettrai une vidéo du Front Populaire qui est très intéressante, qui parle exactement de ça. C'est un monsieur qui s'appelle Olivier Milza, qui touche du doigt ce problème. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a plus le temps de traiter l'information, donc on est sous le coup de l'émotion, et ça vous le voyez aussi avec les élections, et à ce moment-là, tout est bien, c'est mal ou bien, il n'y a rien d'autre, d'accord? Donc comme Le Pen, c'est mal, eh bien, il faut voter pour le mondialiste Macron. Vous voyez où on va? On devient infantilisé, mais à un plus haut niveau. C'est-à-dire, en fait, nous, Français qui étions une culture, une civilisation de l'intellect, de la philosophie, des grands savants, nous devenons des enfants. Nous devenons une société d'assistés d'enfants sous le coup de l'émotion qui prend peur et donc on dirige vers la sécurité absolue. On est devenu des bourgeois infantiles. La France est devenue une société de bourgeois infantiles qui a peur, qui est sous le coup de la peur et de l'angoisse. Et c'est pour ça que Macron risque d'être réélu. Et c'est pour ça enfin, je veux dire, c'est fou. Donc prenez du recul. Sortez de cette propagande émotionnelle. Arrêtez de croire les yeux fermés ce qu'on vous propose. Arrêtez de suivre Paul bêtement les yeux fermés. Alors, aucune critique pour les croyants catholiques ou protestants, peu importe, chacun sa religion. Hein. Mais je parle du dogme. Je parle de la manipulation. Ne croyez pas les yeux fermés ce qu'on vous dit. Des deux côtés, hein, d'ailleurs. Hein. Prenez du recul. Et là, on va s'approcher, si vous voulez, d'un point de vue philosophique plus oriental. Et là, je fais un petit lien avec la religion orthodoxe, qui est une religion chrétienne orientale, dans le sens où elle est plus mystique et elle a besoin de temps. Voyez-vous, chez les orthodoxes, il y a beaucoup plus de mystique, de prière, de méditation. Vous voyez, c'est pas du tout une religion de l'instant. Une religion de la vérité révélée. C'est plus mystérieux. Ça s'apparente d'une certaine manière plus au taoïsme.
hein. Il faut suivre un chemin qui est long pour pouvoir acquérir une vérité. Et ce n'est pas instantané. Paul, c'est instantané. C'est ferme les yeux, crois en moi, Jésus est ressuscité, point barre, etc. Ne cherche pas midi à 14h, tu es sauvé. Tu iras au paradis, c'est garanti, je te le garantis. Puis après, voilà, après c'est pas la peine de réfléchir. Hein. Vous voyez cette différence? Et ça, c'est quelque chose qui est assez oriental. Et j'en reviens toujours à mon livre Espace et Paix, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, les Russes veulent vivre dans leur espace de paix, dans leur tradition, dans leur christianisme oriental, et ils ne veulent pas de la société déconstruite occidentale qu'on veut leur imposer. Parce que l'Occident, les États-Unis et les États-Uniens veulent imposer leur modèle de société pour contrôler le monde, pour pouvoir avoir la mainmise sur les énergies et contrôler le monde. Mais le monde ne veut pas de ce modèle de société. Et c'est cette guerre dans laquelle nous sommes pour moi. C'est une guerre de civilisation, d'accord ? Qui va au-delà des petits clivages. Regardez ce qui nous unit. Regardez ce qu'on n'aime pas. Il faut toujours regarder ce qu'on n'aime pas plutôt que ce qu'on aime. Parce que ce qu'on n'aime pas, c'est se défendre. Se défendre du mal, c'est notre survie. Hein? Donc, gérez votre espace de paix. On ne peut pas aimer tout le monde. Donc il vaut mieux se focaliser et voir les points communs qu'on a et se protéger de ce qu'on n'aime pas. Donc si vous n'aimez pas une société déconstruite, si vous n'aimez pas cette folie états-unienne, de ce wokisme, de tout ce qui en découle de cette déconstruction, eh bien regardez, à ce moment-là, unissons-nous autour d'un projet de civilisation. Et je pense que les Russes sont plus dans cette optique-là que les Américains. En ce moment, ça peut changer, mais en ce moment, moi je vois plus une société traditionnelle posée en Russie qu'aux États-Unis, où la société est complètement... mais regardez Biden, ils ont mis un président sénile au pouvoir, ils nous prennent pour des cons. Enfin, ouvrez les yeux, et arrêtez de vous diviser sur des points de désaccord. Regardez ce qui nous unit, ce qu'on ne veut pas. Qu'est-ce qu'on ne veut pas? On ne veut pas de cette société-là, point barre. Je veux dire, à partir de là, il faut savoir faire des alliances utiles pour la survie de notre civilisation. Et même la Chine, qui est derrière la Russie. Oui, les Russes sont aidés par les Chinois. La Chine est un pays communiste, oui. La Corée du Nord est un pays communiste, oui. Mais ce n'est plus le communisme bolchevique juif de 14 ou de 17. Ce n'est plus cette volonté de détruire les peuples, ce qu'a arrêté Staline d'ailleurs. Moi je serais plus stalinien que... en allant à l'extrême, je préfère vivre dans une société traditionnelle stalinienne que dans une société américaine déconstruite avec un Biden au pouvoir. Quasi satanique. Entre une société quasi satanique et une société stalinienne, je personnellement préfère la société stalinienne. Ça, c'est un choix fondamental que vous devez vous poser. Mais, bon, c'est une caricature, d'accord? Mais voilà. Bon. Donc, si vous voulez, même la Chine, qui soutient effectivement les Russes, qui n'est pas une démocratie, mais une oligarchie, d'accord? Mais, vous voyez, la démocratie n'est pas forcément le modèle idéal pour le monde. Hein? Car la démocratie, et regardez ce qui se passe en France, avec tout ce bourrage de crâne, cette propagande, quand les médias sont aux mains de quelques-uns, quand le pouvoir de l'information est aux mains de quelques-uns, et qu'on vous dit « mais vous avez le choix de voter », mais qu'on vous fait un tel travail mental, d'accord? On fait un tel travail mental que même les anti-macronistes les plus farouches, les plus énervés, même les antifas, vont voter pour Macron. Vous avez vu ce travail de bourrage de crâne, de propagande? Je veux dire, mais les Chinois, les Russes, Hitler, ils n'ont jamais eu un tel pouvoir de propagande. C'est incroyable le niveau. Voilà, bon, je termine la partie philosophique et je rentre dans la partie politique. Alors, y a-t-il un projet de détruire les peuples? Vous savez, bon, moi je ne suis pas un complotiste, je ne pense pas qu'il y a un pouvoir, état profond, etc. Il y a beaucoup de forces qui se mélangent, mais il y a des convergences. Par moments, dans les époques historiques, il y a des convergences qui font que quelque chose peut arriver.
Et là, je pense que nous sommes dans des convergences, dans des forces qui convergent, qui ne sont pas les mêmes, mais qui convergent vers un système politique inspiré par ce que proposent les États-Unis, c'est-à-dire un monde déconstruit de consommateurs travailleurs idiots pour la paix des plus riches. Il n'y a jamais eu autant d'ultra-riches dans notre société qu'aujourd'hui. Mais, parce que les gens pensent qu'au Moyen-Âge, etc., il y avait des seigneurs, les rois, mais il n'y avait pas autant de différence de richesse. La différence de richesse aujourd'hui entre les ultra-riches et la classe moyenne, elle est phénoménale. Ça n'a jamais existé. Jamais, jamais. Donc, vous vous rendez compte que cette classe d'ultra-riches contrôle le monde, d'accord? Et la Chine, Poutine, la Corée du Nord, c'est l'Inde, il y a quelques bastions qui n'ont pas cédé à ces ultra-riches. Je vous donne un exemple. La Chine. Oui, la Chine, c'est un pays autoritaire, mais ce n'est pas un pays où on ne peut pas vivre libre. Vous pouvez vivre libre en Chine, créer votre entreprise, gagner de l'argent, avoir des enfants, tout ça c'est possible. Mais par contre, vous êtes dans une société contrôlée. Pourquoi? Ben, pas tout simplement parce que le peuple n'est pas encore suffisamment éveillé, entre guillemets, pour prendre un contrôle autonome. C'est les phases du communisme. Alors il y a du bon et du mauvais, bien évidemment, mais pas pire ou pas moins bien qu'une société démocratique. Je veux dire, Macron, il a éborgné je ne sais pas combien de personnes. En Chine, ils n'éborgnent pas autant de gens. Vous comprenez? Donc prenez du recul suffisant pour faire votre analyse. Ne tombez pas dans l'émotionnel. Eh bien, en Chine, cette société, décrite en Occident comme totalement sanguinaire, sans aucune liberté, etc. Mais eux, vous savez ce qu'ils font? Quand les milliardaires, les ultra-riches commencent à dériver et à vouloir rejoindre les ultra-riches américains pour qu'ils vivent dans leur propre espace de paix, où ils vont devenir éternels, des dieux, eh bien, le Parti communiste, il prend ce gentil directeur d'Alibaba, il le met en petite résidence surveillée, 2-3 claques de rééducation, et il lui dit « Mais Coco, t'es rien. Tout ce que tu as, tu le dois au peuple. Tu n'es pas un dieu supérieur au reste du monde. » D'accord? Ben, je pense que ça ferait énormément de bien à certains ultra-riches d'Occident. Donc vous voyez, c'est pas aussi simple que ça. Tout est toujours beaucoup plus complexe. La Chine a recadré ses ultra-riches pour qu'ils respectent un peu mieux le peuple. Donc ça a du sens quelque part, hein, ça a du sens. Vous croyez que Macron, il ne mériterait pas quelques gifles, hein, quelques recadrages, d'aller travailler un peu à l'usine un certain temps, de prendre la peau et de vivre comme un gueux français, comme un gilet jaune? Ça lui ferait pas du bien un peu ça, vous pensez pas? Moi je pense que oui. Voilà, ben, un régime chinois, il équilibre. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de corruption, je ne dis pas qu'il y a de mauvaises choses, hein, mais voilà. Essayez de voir par moments certains aspects, d'accord? Et comparez les uns les autres, prenez du recul et faites une analyse intelligente. Donc, y a-t-il une volonté, une convergence pour détruire les peuples, pour détruire cette classe moyenne? Je pense que oui. On veut rendre une société beaucoup plus docile, beaucoup plus contrôlée, et la Chine aussi, hein, d'ailleurs, hein, mais pas pour les mêmes raisons. Pas pour les mêmes raisons. D'un côté, c'est parce que les ultra-riches veulent dormir tranquille, donc ils ne veulent pas de gilets jaunes, en fait. Vous voyez, les ultra-riches, ils ne veulent pas de gilets jaunes. Hein, ils préfèrent des gens bien dociles, bien gentils, qu'une société de classe moyenne, intelligente, ayant accès à des ressources intellectuelles et qui peut remettre en question leur pouvoir. Les ultra-riches préfèrent avoir une société de travailleurs consommateurs idiots, qui ne se posent pas de questions. D'où peut-être cette idée, cette volonté de faire une migration subsaharienne en Europe, etc. Hein, tout, ouais. Et je ne dis pas que c'est une seule force, ce sont des convergences de forces différentes, mais qui convergent vers un même but qui est quelque part, enfin, pas forcément un but, mais ils ont des traits communs. C'est-à-dire ils n'aiment pas les gilets jaunes, ils n'aiment pas le peuple, ils n'aiment pas les gueux, ils n'aiment pas... Ouais, ils ont un dédain. Regardez Macron, ça se voit physiquement. Hein. Je rappelle que la CIA ou les États-Unis ont fait des expériences sur leur propre population, la plus grande démocratie du monde, les États-Unis. Ils ont fait... enfin, je veux dire, vous avez tous entendu parler de l'oxycodone, hein, ce calme-douleur qui est en fait un opioïde.
C'est de l'héroïne. Je ne sais pas combien de millions d'Américains sont dépendants. Mais ils n'ont pas fait que ça, les Américains. Ils ont fait des expériences, la CIA a fait des expériences sur sa propre population, de gaz, de drogue. Vous savez, vous avez le village de Pont-Saint-Esprit en France, où les mecs sont tous été défoncés, ou LSD, tout un village entier. On ne sait pas exactement ce que c'est, mais certains disent que c'est la CIA qui aurait fait une expérience. Bon, vous avez plusieurs choses, je vous mettrai des liens, vous avez les cobayes de la CIA, MK Ultra. Prenez du recul, hein, je ne dis pas que la CIA est que méchant, mais voilà. Quand un régime démocratique tel que les États-Unis, ou même la France, sont capables, si vous voulez, d'éborgner des gens ou de faire des tests de drogue ou autre chose sur sa propre population, et je veux dire, après, comment voulez-vous critiquer la Chine? Faisons d'abord le ménage chez nous avant de critiquer les autres. L'histoire de Pfizer est également très intéressante. C'est cette société qui a fait fortune sur le Viagra. Mais je crois que c'est le professeur Raoult qui avait montré la liste des sociétés les plus condamnées, pris la main dans le sac de corruption, etc. Mais je pense que les 10 premières, ce sont des laboratoires pharmaceutiques. Parce que la drogue, c'est une des choses qui se vend le mieux au monde. Hein? Autre chose intéressante d'un point de vue politique, nos démocraties donc, qui cherchent cette déconstruction, qui veulent détruire la classe moyenne, ou tout de moins veulent s'en protéger d'une manière ou d'une autre, ces démocraties qui ont été capables de droguer leur propre population, de faire des tests de manipulation, de contrôle, ou de les éborgner, etc., etc., critiquent la Russie et derrière la société chinoise, etc., pour le contrôle des ressources, hein, il faut toujours le rappeler, hein, c'est toujours la même histoire. Pendant tout cela, cette critique, cette guerre en Ukraine, etc., envoie des armes pour les pauvres Ukrainiens qui sont menacés par le méchant russe, et le gaz continue à circuler dans les pipelines. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Si vous voulez faire la guerre à la Russie, eh ben, il faut arrêter le gaz tout de suite. Mais tout de suite. Mais non, parce que ces ultra riches, ils ne veulent pas perdre leur niveau de vie. Alors que le petit peuple, lui, souffre un peu, met deux pulls, arrête le chauffage, calcule comment tu vas partir en vacances pour aller voir ta grand-mère en voiture, économise pour faire le plein de ta voiture, ça va, ils s'en foutent. Mais par contre, il ne faut pas que leur niveau de vie à eux, quand même, soit trop perturbé. Donc on n'arrête pas le gaz. On n'arrête pas le gaz. C'est une guerre de pacotille. C'est vraiment de la propagande. Vous savez combien gagne l'Ukraine? Elle gagne 800 ou 900 millions de dollars par mois avec le transit du gaz. Posez-vous les bonnes questions. Posez-vous toutes ces questions. C'est-à-dire, si on était vraiment dans une volonté de guerre, bon d'abord l'OTAN ferait la guerre, on arrêterait le gaz, on couperait l'alimentation et ainsi de suite. Mais non, parce que ça demanderait trop de sacrifices aux ultra-riches. Je conclurai la partie politique sur l'analyse des élections. J'en ai déjà parlé, mais la propagande est tellement puissante en France, que Marine Le Pen, qui a viré tous les extrémistes de son parti, qui a fait un nettoyage en profondeur, qui s'est séparé des éléments les plus extrémistes, qui a une politique sociale qui est à 75% environ commune avec Mélenchon. Donc c'est une socialiste, on va dire presque. Hein. Une socialiste patriote. Et Mélenchon est aussi un socialiste patriote. Les deux sont pour sortir du commandement de l'OTAN, les deux sont pour calmer le jeu en Ukraine. Il y a tellement de choses communes. Il y a tellement de choses communes que Mélenchon préfère voter contre son ennemi Macron par jeu politique. Et après, il dit qu'il aime le peuple français. Donc il va faire souffrir le... Alors en d'autres termes, c'est pas grave de faire souffrir le peuple français, c'est pas grave de faire souffrir les gilets jaunes, parce que moi j'ai une idée, une stratégie politique. Voilà les hommes politiques français. Je pense que si l'inverse
si nous avions eu l'inverse, je pense que Marine Le Pen n'aurait pas appelé à voter pour Macron. Je pense. J'en suis pas sûr, mais je pense. Vous voyez à quel point cette propagande est là. Alors du coup, c'est la propagande du nazi, du méchant nazi. Parce que Marine Le Pen, c'est un méchant nazi, mais Azov en Ukraine, eux, ce sont des gentils nazis. Parce qu'aujourd'hui, dans cette folie de propagande, il y a les gentils nazis et les mauvais nazis. Vous voyez? On nous prend vraiment pour des imbéciles. Mais c'est de notre faute. C'est de votre faute. C'est de ma faute. Parce que vous êtes dans l'instantané émotionnel. Bon, je termine sur la conclusion. La propagande est forte. Poutine a dit une chose intéressante. Il a dit que l'Occident était devenu l'empire du mensonge. Donc, quelque chose comme ça. C'est très intéressant, vous voyez, pour moi, nous sommes dans une guerre civilisationnelle profonde. Je le redis, je préfère être dans une société oligarchique décriée comme une société de dictature, mais traditionnelle, qui respecte la famille, qui respecte son peuple. Je rappelle que la Chine a sorti sa population de la misère, qu'elle fout en tôle des ultra-milliardaires quand ils commencent à déconner. Bon, allez, il y a de la corruption, je ne dis pas le contraire, il y a du contrôle de masse, je ne dis pas le contraire. La politique zéro Covid, pour moi, c'est totalement idiot, mais tout de même. Si un choix doit s'imposer entre vivre dans une société déconstruite, où les Vikings sont des Noirs africains, où un homme est une femme, où les valeurs sont tellement perdues, où on peut éborgner le peuple, et une société dite non démocratique, mais où les dirigeants aiment leur peuple, où le peuple a un avenir, où le peuple peut espérer avoir des enfants qui vont vivre mieux que lui, je préfère vivre dans ce monde-là. Après, c'est à vous de faire votre choix. Mais je vous demande de sortir de cette propagande occidentale et de prendre le recul nécessaire pour faire une bonne analyse. Je vais conclure sur des exemples très intéressants. Alors, je m'excuse par avance parce que j'ai mal prononcé son nom. Il y a un monsieur qui s'appelle Ignaz Semmelweis. C'est monsieur, je pense que c'était au 19e siècle, du 18e au 19e. Ce monsieur a eu l'intuition, l'intelligence de se dire, mais est-ce que l'hygiène n'aurait pas un lien avec les maladies? Le fait de se laver les mains, de nettoyer ses instruments d'opération, etc., est-ce que ça n'aurait pas, ne serait-il pas bénéfique? Alors, bien évidemment que oui, on sait aujourd'hui, mais à l'époque, on ne savait pas. Donc, il a fait toute une propagande, du coup bonne, parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises propagandes, bien évidemment, pour que les docteurs, etc., se lavent les mains avant les opérations. Et il y a eu une chute de la mortalité assez forte. Alors, il avait inventé un produit pour se nettoyer à base de citron, je ne sais pas exactement. Et après, il a dit, mais il faut aussi nettoyer les instruments, il faut désinfecter les instruments. Et là, tout le monde s'est foutu de sa gueule. Et ça a pris des années, des années. On l'a décrié comme un idiot. Etc. Vous voyez, quand vous allez contre le courant, quand vous allez contre la facilité de l'acceptation. Vous savez, quand vous êtes tranquille dans votre coin et que vous êtes dans une mauvaise tradition, vous faites des mauvaises choses, mais vous êtes tranquille, vous faites ça depuis toujours, vos ancêtres ont fait ça, et ainsi de suite, et qu'un type arrive et vous bouscule et vous dit « mais ce que tu fais, c'est mal, tu te trompes, mais c'est factuel, je te le prouve, mais vous l'envoyez chier. » Il vous emmerde, ce type. Ouais. Ben, c'est ce qui se passe. C'est toujours ce qui se passe dans la contre-propagande. Parce que c'est se faire bousculer et être remis en question, vos habitudes, que lorsque vos habitudes sont remises en question, ça demande un effort. C'est comme l'analyse de l'information. Le fait de vivre comme des animaux dans l'instant émotionnel, c'est cool. Ça ne demande pas d'effort intellectuel. C'est facile. Il n'y a pas de contraintes. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de règles. Bon, je vous mettrai des liens aussi sur quelques vidéos d'Idriss Aberkan très intéressantes sur la manipulation. Alors, dans cette vidéo, en fait, il explique comment le petit déjeuner américain, enfin anglo-saxon, vous savez, le bacon et les œufs, hein,
a été inventé. Très intéressant. Vous pensez que c'est sain de manger du cochon au petit-déj, du gras, un truc bien gras, bien lourd, avec des œufs, enfin un truc super chargé? Non, c'est pas bon du tout. Mais pourtant, c'est devenu la référence, c'est devenu quelque chose qu'on accepte, c'est devenu quelque chose, une tradition. Donc il y a des mauvaises traditions, vous voyez, et c'est devenu quelque chose qui est complètement fou. Mais ça a été inventé par les producteurs de porc. Vous voyez, c'est pas une conspiration, c'est un fait. C'est très intéressant. Donc il y a le McKinsey de l'époque. Les producteurs de porc, ils sont allés voir le McKinsey de l'époque, leur a dit ah là, putain, on vend pas assez de porc, là, il faut faire quelque chose. Et le gars a eu le génie, le coup de génie. Mais vous savez, le génie, c'est souvent le mal. Hein. Le mal a beaucoup de génie. Il a eu son coup de génie, il a dit mais on fait un truc de propagande, on va faire croire, et on met des médecins dans le coup, on les corrompt, on les paye, et les médecins vont expliquer par des clips vidéo, enfin pas vidéo à l'époque, mais par des articles de journaux, et ainsi de suite, que le petit déjeuner idéal, c'est du porc, des œufs, enfin le bacon, etc., un truc hyper chargé, et extrêmement mauvais pour votre santé. Hein. Et voilà. Donc, quand on est capable de faire ça, et ça, c'est pas du tout un truc étatique. Hein. Alors, imaginez la puissance d'un État comme celui des États-Unis, avec derrière Hollywood, maintenant Netflix, des faux attentats, Imaginez ce qu'ils sont capables de faire. Je veux dire que, par exemple, c'est la CIA qui a mis hors jeu De Gaulle en France, en 68. Hein. C'est la CIA qui a détruit le Cambodge. C'est la CIA qui a détruit le Vietnam. Enfin, je veux dire, regardez des faits historiques. Et je conclurai sur un personnage extrêmement important, un lanceur d'alerte, Monsieur Julian Assange. Est-ce que vous comprenez que ce monsieur, plutôt de gauche, je dirais, lanceur d'alerte, donc qui a dit des vérités, enfin tout moins énoncé certaines vérités, de la contre-propagande, contre notamment les États-Unis, ce monsieur est en prison de haute sécurité en Angleterre, aucun pays n'a essayé de le récupérer, je pense qu'il serait accueilli en Russie. Il a été accusé de viol. Enfin, on a monté tout un programme par la CIA, parce que c'est la CIA, contre lui, alors que ce type-là aurait dû avoir un prix Nobel. Il est en prison. D'accord? Donc, réveillez-vous. C'est ça la démocratie. Julian Assange est en prison pour avoir dit des vérités, ou tout du moins avoir permis à des gens d'accéder à des informations secrètes sur les manipulations, sur la propagande états-unienne pour le contrôle du monde et de ses ressources. Ce type-là est en prison. Alors maintenant, c'est à vous de choisir, d'abord dans les élections françaises, et surtout de choisir le monde dans lequel vous voulez vivre. Est-ce que vous voulez vivre dans un monde où Julian Assange est en prison, où la société déconstruite propose un modèle qui pour moi est complètement fou, s'il vous convient, ben, tant mieux, qui pour moi est complètement fou, où on va remplir le vide qui a été créé en Europe, intellectuel et physique, par des choses qui vont dégrader la qualité de notre vie. Dans un monde dans lequel on veut détruire la classe moyenne, on veut un monde d'assistés, un monde dans lequel nos ultra-riches seront protégés, ils pourront faire ce qu'ils veulent. Heureusement que de temps en temps, il y a un ultra-riche comme Elon Musk qui sort du lot. Et je rappelle, il n'est pas américain, il n'est pas nord-américain, il est sud-africain. Et ça change beaucoup de choses. Il est des BRICS en réalité. Pas Julian Assange. Elon Musk fait partie des BRICS. Il ne veut pas du modèle de société qu'on lui propose. D'ailleurs, je pense qu'il ne s'est pas fait vacciner.
voyez? Je n'ai rien contre les vaccins, je le redis. Hein. Quand un vaccin est utile, il faut le faire. Donc prenez le recul suffisant pour sortir de cet instant émotionnel dans lequel on nous plonge volontairement, pour nous faire choisir quelque chose qu'on ne veut pas. Quand vous comprenez que la propagande a réussi en France à faire voter les antifas pour Macron, à faire voter une partie... Alors j'ose espérer que tout de même, que malgré les ordres de Mélenchon de donner aucun vote, ou du Parti communiste, hein, ou de quasi tout le monde, de donner aucun vote à Marine Le Pen, qui est aujourd'hui à plus de 70% de programme commun avec Mélenchon, qui est une socialiste qui veut défendre le peuple et qui veut rendre à la France une autonomie géopolitique, géostratégique dont le monde a besoin pour calmer cette idéologie états-unienne en cours, en Ukraine. La France pourrait être cette troisième voie entre ces deux modèles de société, quelque chose de plus équilibré, quelque chose qui peut inspirer d'autres pays. Mais au lieu de ça, la propagande veut nous faire croire qu'en fait, Le Pen, c'est la fin du monde, parce que c'est une méchante nazie, et donc il faut voter pour le mondialisme et pour ce personnage, mais mielleux, mauvais, malsain, Macron. Donc prenez le recul et arrêtez de vous faire entuber. Soyez votre propre juge. Il n'y a pas d'un côté le bon et d'un côté le mauvais. C'est bien plus complexe que cela. Et la France a un rôle à jouer si Marine Le Pen est élue. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt.